Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur sur notre chaîne YouTube, Élisée Yonta, mais également sur notre chaîne Facebook et sur notre compte. Voilà, nous vous remercions de la fidélité à notre chaîne. Euh, se démarre un peu ce direct avec un peu d'émotion parce que voilà, euh, on a fait un travail formidable à l'instant, il y a juste 30 minutes. Donc, le président Joe Biden a annoncé qu'il, comme on dit en anglais, step down. Ça veut dire qu'il renonce, alors qu'il avait eu l'investiture du parti, il renonce à pouvoir, il avait gagné les primaires, si on peut dire. Il renonce à pouvoir être investi à la convention qui va avoir lieu dans un mois dans la ville de Chicago ici. Donc, Joe Biden se retire de la course et on va voir ce que le parti va dire. Voilà. Personnellement, je suis un peu ému parce que pendant 2 ans, on a travaillé, on a beaucoup travaillé sur le terrain. Hein, je ne parle pas en l'air. Donc, nous avons une application ici qui nous permet de travailler sur le terrain. Je ne devrais pas montrer, bon voilà, c'est une application minivan, je ne sais pas si vous voyez là. Donc, c'est une application qui nous a permis de travailler sur le terrain, de recenser nos électeurs, de coordonner la stratégie et d'avoir la certitude que dans le Midwest, nous allons gagner tous les États. Donc, maintenant que le président Joe Biden se retire, donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Le président Joe Biden se retire, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je sais que jusqu'à hier soir, j'étais assis sur le même desk ici. On avait un meeting qui était programmé depuis un mois avec la vice-présidente Kamala. Même pas un meeting, mais une réunion privée, donc il devait avoir lieu aux alentours de 18h, 17h, je crois. Elle devait aller de 17h à 19h30, 20h. Et hier soir, le président des démocrates de l'État m'a bien envoyé un SMS pour confirmer que la réunion devait avoir lieu. Donc, moi, je l'ai annoncé sur ma page. J'étais très content. Donc, si la réunion devait avoir lieu, ça veut dire que la vice-présidente devait venir et que le président serait investi. Et il y a juste 30 minutes, le président a annoncé qu'il se retire et voilà. D'abord, je lis beaucoup de choses sur la toile qui n'ont pas de sens. Il faut dire que on a tous vu lors du premier débat que le président avait, bon, il avait parfois des troubles de mémoire. C'est des problèmes neurologiques. Jacques Chirac, qui était président de la France, a eu les mêmes problèmes. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il a eu des petits soucis certainement neurologiques. Il avait des petites pertes de mémoire, il faisait confusion et c'était beaucoup accentué par les médias locaux et ça a créé toute une confusion totale chez les militants. Et donc, face à ça, il y a beaucoup de personnes dans le parti, même l'autre, le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a souvent eu ces problèmes-là. Donc, ça a créé beaucoup de soucis, ça a créé beaucoup de débats où la base se disait, voilà, pendant les années qu'il a passées à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a eu un bon bilan sur le plan économique. Bonjour, Nora Mafeu. Il a un très bon bilan sur le plan économique. Il a un bon bilan sur le plan. Il a reconstruit l'économie. Il a créé de nouveaux emplois. Il a vaincu le Covid. Il a fait beaucoup de choses. Mais il a des problèmes, sans doute. Hein. C'est quand même un adulte. On va parler de ça comme ça parce que j'observe que mes compatriotes camerounais, quand il s'agit de disserter de Paul Biya, qui souffre la maladie de Alzheimer, Paul Biya souffre la maladie d'Alzheimer depuis 20 ans. Là, les Camerounais ne parlent pas. Mais quand il s'agit de parler du président africain, là, ils sont très bavards et bon, il a des problèmes, c'est un adulte. Hein, comme au Cameroun, on dit il faut respecter le Paul Biya vu son âge. De la même manière aussi, il faut respecter le président Joe Biden vu son âge. Et je pense que il se retire. C'est inédit, c'est pas souvent arrivé.
logiquement, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui devrait prendre le relais, mais ce n'est pas dans un cadre constitutionnel. Ça, c'est quand la Constitution dit. Mais ici, là, c'est un problème interne au Parti démocrate, donc ce n'est pas la Constitution qui dit. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va voter pour un nouveau président? Est-ce que je n'ai pas regardé les textes du parti, mais je sais que très rapidement, on sera fixé dans les jours ou dans les heures qui viennent. Non, il n'a pas de problème de santé. Il a des petits soucis, mais je pense que, là, comme dit Ono Lamafeu, il n'a pas de problème de santé en tant que tel. Il a des petits soucis, mais la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir 4 ans? C'est ça le problème. Hein, c'est pas un moi, je peux te montrer les SMS dans mon téléphone. Moi, j'ai été consulté par SMS depuis lundi. Chaque jour, de diverses sources de personnes, j'ai reçu des SMS, mais je ne peux pas montrer ça à l'écran là. Que voilà, qu'est-ce que tu ferais? On t'envoie un lien, tu remplis. Donc, ils ont consulté quand même dans chaque État les personnes ressources du Parti démocrate pour savoir exactement comment ça va se passer. Et moi, j'ai été consulté par SMS. J'ai rempli et on disait remplissez, donnez votre avis. Je pense que c'est sur la base de ça, avec toutes les personnes qui ont travaillé comme volontaires, qui ont travaillé pour récolter les signatures, parce qu'il y a tout un processus pour l'élection présidentielle ici. Il faut récolter les signatures des gens. Je crois que dans chaque county, il faut que le candidat ait 2000 signatures. Hein. Donc, il faut récolter. On a travaillé pour récolter ces signatures. On a travaillé, on a fait beaucoup de choses. Les impressions. Il y a, je ne sais pas ce qu'on va faire de tous les flyers qu'on a imprimés, les t-shirts, Biden 2024, etc. Bon, en tout cas, je pense que le souci, c'était de savoir est-ce qu'il pourra tenir jusqu'à 2001, est-ce qu'il pourra tenir jusqu'à, s'il était élu en 2000 et qu'il prêtait serment en 2025, est-ce qu'il pourra tenir jusqu'en 2029? C'était ça le souci. Voilà. Donc, les médecins ne se sont pas prononcés. Je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait prendre une décision. Et moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que nous sommes Camerounais ici. Nous avons un président qui est malade aujourd'hui depuis 20 ans, qui ne dirige plus le Cameroun. Il s'appelle Paul Biya. On le sait tous. Il ne dirige plus le Cameroun depuis 20 ans. Vous le lisez dans tous les rapports ici à Washington. Mais il n'y a personne au Cameroun, ni de l'opposition. Donc, quand je vais dire Maurice Kamto, je crois que là, ça va fâcher Ono Lamafeu, ni de l'opposition qui se contente de passer à la caisse pour prendre sa part, ni du RDPC, ni de la société civile, ni des sages du pays qui se contentent de dire que voilà, le Cameroun est à l'arrêt. On n'arrive même plus à limoger le président de la SNH qui, lui, ne vient même plus au travail depuis des milliers d'années et c'est sa femme qui gère la société par procuration. Donc, il n'y a personne aussi au Cameroun qui ne parvient à dire au président, voilà, il faut que tu te retires et que tu donnes la chance au pays parce que ça dure. Si ça dure encore 5 ans, le pays s'enfonce complètement. Donc, je pense que l'Amérique, encore une fois de plus, c'est une grande démocratie. Elle vient de démontrer qu'elle était une grande démocratie. Elle n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. On a connu François Mitterrand malade en France et qui a dirigé la France pendant 7 ans alors qu'il était malade et il ne travaillait plus. Il dirigeait la France par procuration. Aucun Français ne s'est levé pour dire à François Mitterrand, il faut que tu te retires. Au contraire, les courtisans étaient autour de lui. Je ne vais pas citer de nom, mais ils sont tous connus. Et quand Lionel Jospin a dit qu'il réclamait un droit d'inventaire, tout le monde lui a sauté dessus. Au Cameroun, on a un président qui est malade, qui a atteint d'Alzheimer depuis 20 ans. Il ne travaille plus. Hein? Il ne peut même pas lire une note de 2 pages. Mais pourtant, il est là, les gens applaudissent, le pays est dirigé par haute instruction. Mais la meute, comme on dit, se jette plutôt quand il s'agit du président américain. Donc, Ono Lamafeu, ton président qui va rencontrer Paul Biya tous les soirs, je pense qu'il devrait avoir le courage de lui dire, monsieur le président, vraiment faites un geste, partez pour qu'on puisse relancer. Donc, c'est une crise à gauche au Parti démocrate, mais j'espère que l'Amérique regorge de plusieurs personnes, des sages qui seront consultés. Et je n'ai point de doute qu'on sortira de là. Les noms qui sont avancés, c'est le gouverneur de la Californie. Je doute fort que ce soit une dame, Kamala, même si je n'ai rien contre elle. Je doute fort, les Américains ne sont pas encore prêts à investir une femme présidente. Je pense qu'on parle plus du gouverneur de la Californie, on verra. Il y a aussi le gouverneur du Michigan et on verra, on verra. En tout cas, ça se jouera entre une personnalité de la côte ouest, c'est-à-dire de la Californie, et une personnalité du Midwest, une personnalité politique du Midwest. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le retrait de Joe Biden,
on sera très rapidement fixé avant la fin du mois, on sera fixé sur le candidat que les démocrates vont investir à la convention qui aura lieu ici à Chicago. Voilà. Ouais, tout le monde le sait, Ono Lama fait OK. Il y a des troubles neurodégénératifs, tout le monde le sait. Mais quand est-ce qu'on lui dit aussi de se retirer pour laisser une chance que le pays... Voilà un pays qui a quand même, qui depuis 1990, dans 25 ans, le Cameroun n'a plus connu de conseil des ministres. Dans tous les pays d'Afrique, il y a les conseils des ministres chaque semaine. Au Cameroun, on ne connaît plus même ce que c'est. Bref, je ne vais pas gâter mon direct avec ça, je vais parler d'autre chose. Voilà. Et Tonkam, lui, passe à la caisse tous les mois, prend sa part, il ne dit rien, il joue à une comédie, tout. Je ne veux pas... Bon. Merci de nous donner un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Merci de nous donner un coup de main pour partager. Partagez sur vos murs, partagez dans vos groupes Facebook, partagez surtout à partir de YouTube et mettez un like sur la vidéo pour que YouTube surtout puisse nous upgrade la vidéo. Ça serait vraiment un plaisir. Donc, pendant que moi je parle, vous pouvez me donner un coup de main. Ce serait très sympathique. Pouvoir partager le direct, pouvoir partager le direct. Donc, c'est comme cela. Ono Lama, je partage ton commentaire, mais je ne réponds pas à ton commentaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons analyser les résultats du baccalauréat général au Cameroun. J'allais oublier. Donnez-nous également un coup de... c'est-à-dire que nous avons mis dans notre direct un lien PayPal pour le développement, pour soutenir le développement de notre chaîne. Donc, ce lien PayPal est sur notre mur. Il s'agit de soutenir le développement de notre chaîne YouTube. Comme vous le savez si bien, nous essayons de développer notre chaîne YouTube. Il faut la sponsoriser. Il faut produire des contenus éducatifs sur la vie des entreprises, sur la nouvelle technologie, sur l'agriculture biologique, sur les musées, etc. Bref, il faut montrer l'économie à nos frères. Et pour cela, nous avons besoin notamment de votre soutien sur cette chaîne-là. Donc, je voulais parler aujourd'hui des résultats du baccalauréat. Donc, l'Office des examens et concours au Cameroun a rendu public les résultats du baccalauréat au Cameroun. Donc, on sait à l'heure qu'il est. On sait à l'heure qu'il est les chiffres, hein, le taux de réussite de baccalauréat. Hein, par exemple, moi, j'ai regardé. C'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de faire le direct, parce qu'il fallait avoir les chiffres. Le taux de réussite au baccalauréat de cette année, baccalauréat A4 allemand, taux de réussite 6,35. Baccalauréat A4 allemand, taux de réussite 6,35. Je rappelle que j'ai fait le baccalauréat A4 espagnol, j'ai fait le baccalauréat A4 espagnol, taux de réussite 6,9%. Baccalauréat C, taux de réussite 52,56%. Baccalauréat D, taux de réussite 48,90%. Baccalauréat technique, taux de réussite 37,12%. Ça, ce sont les statistiques qui nous sont données par le Centre des examens et concours. Donc, baccalauréat A4 allemand, 6,35, c'est un désastre. Baccalauréat A4 espagnol, 6,9% de réussite, c'est un désastre. Baccalauréat C, 52,56%. Baccalauréat C, 48,90%. Et baccalauréat, donc il n'y a que le baccalauréat C qui a été au-dessus de 50% de réussite. Et quand on affine bien les chiffres, on s'aperçoit que le baccalauréat C a été au-dessus de 52%, avec le baccalauréat D qui approche les 50%, parce que beaucoup de personnes ne se sont pas présentées, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de candidats pour l'année qui est en cours là. Donc, vraiment, comme vous pouvez le comprendre, c'est un
désastre pour notre pays. Ça fait vraiment mal. Hein. Je peux donner encore d'autres chiffres, par exemple. Le taux de réussite au baccalauréat 2024 par région. Donc, taux de réussite, la moyenne nationale est de 37,26%. La moyenne nationale, 37,36%. Vraiment beau. 2024 est à rebondissement. 2024 est vraiment à rebondissement. C'est très chaud là, vraiment, de Black Top Channel. On va tout voir là, vraiment. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Donc, baccalauréat 2024 par région. Dans la région du Nord-Ouest, 46, elle vient en tête, 46,09%. La région du littoral, 45,98%. La région de l'Ouest, 44,75%. La région du Sud-Ouest, 40,26%. La région du Centre, 39,38%. La région de la Damawa, 30%. La région de l'Est, 28%. La région du Sud, 26,49%. La région de l'extrême nord, 20%. La région du nord, 19%. Donc là encore, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, il y a de quoi dire, il y a de quoi dire, il y a de quoi dire. Donc, bizarrement, on s'aperçoit que c'est le nord-ouest qui est en crise, qui occupe la première et les deux régions du nord de Nozo. Le nord-ouest occupe la première place, le sud-ouest occupe la quatrième place. Le littoral, le littoral occupe la deuxième place, l'ouest occupe la troisième place. Après, il y a le centre, et après, vous avez la Damawa, l'est, etc., etc. Bon, d'abord, pour ce deuxième chiffre, le classement par région, vous pouvez bien le constater que ce qui caractérise les régions du nord-ouest, les régions du littoral, les régions de l'ouest et les régions du sud-ouest, c'est que dans ces régions-là, j'ai regardé les chiffres du ministère de l'Éducation, l'enseignement est contrôlé par l'enseignement est contrôlé par les collèges d'enseignement privé. Voilà, ce sont les collèges d'enseignement privé qui dominent l'éducation là-dedans. Ça veut dire que la majorité des étudiants ou des élèves qui ont présenté le baccalauréat sont des étudiants qui sont scolarisés ou qui ont suivi les cours dans des établissements d'enseignement privés. C'est important de le dire. Et les établissements d'enseignement privés, je dis ça parce que ça va nous permettre de tirer les conclusions très rapidement. La principale source des mauvais scores de l'enseignement cette année, c'est l'OTS. On a trop supporté. C'est la grève des enseignants, on a trop supporté. Et cette grève des enseignants était essentiellement les enseignants de public. Ça veut dire que quand vous regardez, lorsque vous regardez, s'il vous plaît, ne m'appelez pas quand je suis en direct là, parce que vous me faites, voilà. Donc, quand on regarde, la plupart, d'ailleurs, on le constate d'ailleurs ici parce que la plupart des enfants qui sont étudiants en terminale A, espagnol et allemand, où les taux de réussite ont été un désastre, 6%, sont souvent scolarisés dans les établissements d'enseignement public, dont les lycées, si vous voulez, les lycées, donc pour l'État. Et dans ces lycées-là, il y a une grosse démission des enseignants, dont les enfants des terminales A4, allemand, espagnol ont beaucoup souffert. En revanche, on s'aperçoit, et c'est sur le site du ministère de l'Éducation nationale, les enfants qui ont présenté le bac C et D sont beaucoup plus des enfants qui sont scolarisés dans des collèges d'enseignement privés. Ça veut dire qu'ils ont eu droit à une scolarité normale. Les enseignants sont venus pendant toute l'année et ils ont suivi les cours normalement. On s'aperçoit également, quand on regarde les chiffres de taux de réussite au niveau par région, on s'aperçoit que les collèges d'enseignement, les établissements ou les collèges d'enseignement privés, c'est eux qui se taillent la part du lion avec presque 70% de l'enseignement. Les enfants scolarisés dans les régions comme le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, l'ouest, le sont beaucoup dans les établissements d'enseignement privés. Donc, à partir du moment où ces établissements d'enseignement privés se taillent la part du lion,
la qualité. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on analyse davantage les chiffres et qu'on nous dise quel est le taux de réussite parmi les enfants qui ont été présentés par les collèges d'enseignement privé et quel est le taux de réussite par les enfants qui ont été présentés par les collèges, par les lycées d'enseignement public. Vous allez vous rendre compte que l'hécatombe des chiffres provient du fait qu'il y a eu un échec massif des enfants qui étaient dans les collèges, donc dans les lycées d'enseignement public, parce qu'il n'y avait pas de lycée, je veux dire, il n'y avait pas d'étudiants. Nous-mêmes, on a connu ça, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le phénomène s'accentue seulement. Je me rappelle quand on était en terminale, on avait un professeur qu'on appelait Maradona. Je ne vais pas donner son nom là. Lui, il ne venait pas, hein, parce que bon, il était sorti de l'école, il attendait son rappel et on ne lui faisait pas le rappel. Donc, lui, il allait enseigner dans les collèges privés. Il ne venait pas. Il nous avait abandonnés, il ne venait pas. Donc, je ne sais même plus c'est qui nous donnait les cours d'anglais là. Mais on se débrouillait chacun. On lisait les livres, on avait les dictionnaires, on se démerdait comme on pouvait. Lui, il ne venait pas. On ne l'a pratiquement pas connu. Il est venu une ou deux fois, on ne l'a plus jamais revu. Hein. Il ne venait pas. On avait nous qu'on appelait Chinel, qui était professeur d'allemand. C'est pareil, lui ne venait pas parce qu'il attendait son rappel 1, 2, 3, 4 ans. Donc, ils allaient donner des cours dans le privé. Et le proviseur ne pouvait rien dire. Alors, le plus grave, c'est quand c'est en philosophie, où on avait une dame qu'on nous avait envoyée là. Je vous jure qu'elle n'y comprenait rien du tout. Et le proviseur s'était rendu compte de ça. Et on nous avait affecté un nouveau professeur, M. Kamchebou, d'ailleurs, qui est sur mon mur Facebook, avec qui j'ai vraiment, on a gardé des liens comme ça. Parce que je pense que si ce M. Kamchebou n'était pas venu, on aurait tous échoué. Parce que quand il est venu, il a donné le premier devoir. On était au début du deuxième trimestre. Moi, je me rappelle, j'avais eu 3, j'ai pleuré. Les gens avaient eu 1, 0,5, c'était une hécatombe. Et je me rappelle, deuxième devoir, j'ai eu 5 sur 20. Mais ce n'est pas possible, j'allais tomber évanoui. Troisième devoir, j'ai bûché comme un fou, j'ai lu tous ces notes-là, j'ai eu 7. Mais c'était grave. Un jour, quand il sortait du lycée, j'ai couru, je suis allé déposer mon sac et j'ai marché avec lui jusqu'à Ndokoti, à pied. Et donc, à pied jusqu'à Ndokoti, et pour lui demander qu'est-ce qu'on fait et pour trouver un deal avec lui. Et il a commencé à dire, bon, je vais te donner une liste de sujets, tu traites, tu me remets, je corrige. Et puis, c'est ça qui nous a sauvés. Hein, pourquoi arriver au bac, on est peut-être 14. C'était grave. Donc, on peut bien comprendre la situation des enfants qui sont dans les lycées d'enseignement public où il n'y a pas l'assiduité. Et en plus, vous constatez bien que dans les régions où l'enseignement privé n'est pas beaucoup développé, les enfants ont souffert, en l'occurrence la Damawa, l'Est, le Sud, l'extrême nord et le nord. Les taux sont faibles, ce n'est pas parce que les enfants sont nuls. Les taux sont faibles, c'est parce qu'on voit que c'est les zones qui ont été le plus touchées. Quand on affecte un enseignant sort, on l'affecte dans l'extrême nord et on ne lui donne pas un salaire. Pendant 3 ans, 4 ans, d'autres même 10 ans, il attend le salaire qui ne vient pas. Donc, il se débrouille en faisant la moto. Le gars, il a fait l'école normale à Yaoundé. Il se débrouille en faisant la moto. Mais il n'enseigne pas les enfants. Or, ce sont des endroits où il y a le taux de pauvreté est quand même un peu plus accentué. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein, les familles sont pauvres. Donc, les enfants, comme on dit en anglais, relais, c'est-à-dire que les enfants dépendent de l'école publique. À partir du moment où l'école publique ne fonctionne pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a une casse pas possible parce que les enfants ne parviennent pas à intégrer les établissements d'enseignement, les établissements d'enseignement privés ou parce que vous payez, les professeurs sont régulièrement là, les enfants passent la journée à chômer, à ne rien faire. Le préfet vient, il bavarde, il s'en va. Les enfants dans les lycées, vous avez tous vu les vidéos des lycées à Ebolova, des lycées à Sarmenima où les enfants soutenaient leurs professeurs qui faisaient la grève devant le gouverneur ou le préfet qui était venu. Donc, c'est la conséquence de tout cela qui se passe en fait. Donc, le principal fait majeur, c'est l'OTS. Deuxième chose, j'essaie d'analyser les chiffres. Je pense que le chiffre que j'attendais vraiment, c'était les data séries. Comme on dit en statistique, les données, les chiffres, les données atemporelles. Ça veut dire que les données, c'est-à-dire que les données atemporelles, les data séries, on prend un événement et on regarde, par exemple, on peut dire le 31 décembre, est-ce qu'il y a un accident dans le quartier de Bonamoussadi à Douala? Et on prend le 31 décembre de 1980 à 2024, par exemple. Est-ce qu'il y a des accidents? Et à partir de là, on peut dire, est-ce qu'il y a des accidents? On regarde maintenant les facteurs externes.
est-ce qu'il pleuvait, est-ce que les débits de boissons étaient ouverts, etc., etc. Et on regarde le facteur externe qui a le plus influencé l'événement, les data séries. Et donc, ces data séries-là sont sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez constater le pourcentage de réussite au baccalauréat général. En 1960, donc, la moyenne nationale, c'était 69%. En 62, 54%. Donc, vous voyez donc, en 1970, la moyenne nationale, c'était 70%. En 71, 62%. En 72, 56%. Donc, quand l'école, comme on dit encore, était dure, c'est-à-dire que quand l'école était vraiment dure, quand l'école était dure, donc en 1970, 70%, 71, 62%, on avait une baisse dans les années 74, on était à 47%, 60, 60, 75, 45%, 80, 47%. Il y avait une chute pendant cette période-là. C'était la période où Ndamjoya avait amené la nouvelle éthique de l'éducation. Donc, il avait vissé un peu très fort. Le taux de réussite avait chuté. Et après, le taux de réussite est remonté en 86, 51%, 87, 56%. Et puis, il y a eu une chute en 88, 89. Donc, je ne sais pas, c'est la crise économique certainement, en 88, 89. Et en 2000 également, on a une chute. En 1999, on était à 30%, alors que l'année d'avant, en 1998, on était à 66%. 99, 30%. 2000, 36%. 2001, 38%. 2002, on avait chuté jusqu'à 21,73%. Donc, 21,73%. Et puis, ça a commencé à remonter en 2006, où on est allé à 59%. 2006, 2012, 53%, etc. 2019, on a atteint 60%. 2021, 73% de réussite. 2022, 66%. 2023, 75%. Et puis 2024, on a rechuté à 37%. Donc, c'est ce qu'on appelle les data séries. Donc, je pense que quand il y a les data séries, comme on dit, je fais simple pour les statisticiens. Quand il y a les data séries, ceux qui ont étudié un peu les statistiques, c'est ce qu'on appelle la corrélation. La corrélation. La corrélation. Donc, quand il y a un fait comme ça, on va essayer de chercher un fait qui colle. Corrélation, qui colle, c'est-à-dire que qui a été, comment on dit ça en français, concomitant, simultané, avec l'année scolaire 2000, le fait majeur. Vous allez bien voir que le fait majeur, ça a été la grève des enseignants. On a trop supporté. Donc, cette grève-là qui a commencé en 2000, déjà en 2023, donc c'est une grève qui a commencé en 2023. Donc, 2023, les enfants, on peut supposer que les enfants qui étaient en première n'avaient pas été bien préparés. Et quand ils passent en terminale, ils ne sont pas bien préparés. Donc, un échec massif, voilà, des enfants, voilà. Et comme j'ai dit, quand on affine les statistiques sur le site du ministère de l'Éducation, on s'aperçoit que les enfants qui ont beaucoup réussi dans le nord-ouest, le littoral, l'ouest, le sud-ouest, donc les 4 zones-là, ce sont des zones où, et puis le centre aussi, on peut dire, ce sont des zones où les enfants étaient beaucoup présentés par les collèges d'enseignement privé, ce qui a permis de relever le niveau. Ce qui veut dire que l'enseignement globalement et l'enseignement public dans notre pays est en crise. C'est l'enseignement public qu'il faut pointer du doigt. L'enseignement public dans notre pays est en crise, surtout à cause de la rémunération des enseignants. Les enseignants ont été clochardisés dans notre pays. Ça, il faut le dire. D'autres professions se portent très bien. Les gens qui travaillent dans les régies financières et les enseignants ont été vraiment clochardisés. Or, on ne peut pas construire un pays quand les enseignants, parce que c'est le mot qu'il faut. Les enseignants ont été clochardisés dans notre pays, sont devenus des clochards. Nous, on a connu des enseignants nobles. On était au lycée, les enseignants garaient, il y avait un parking où les enseignants garaient leur voiture. Les messieurs Niat se garaient leur voiture, les madame Tengu garaient leur voiture, les madame Télézen garaient leur voiture, tous ces gens-là garaient leur voiture, madame Tiki. Ils avaient tous des véhicules, ils garaient leur voiture. Pour venir donner des cours aux enfants.
Aujourd'hui, les enseignants, on vous apprend que les enseignants font le benskin. C'est-à-dire que le professeur enseigne les enfants et quand ça finit, il garde le benskin dehors et les enfants montent sur le benskin, ils bâchent à 3, ils lui donnent 100 francs et le professeur leur conduit à la maison. Je veux dire qu'à partir du moment où on clochardise les enseignants, parce qu'on a coupé leur salaire, j'avais mon professeur qui est décédé, père à son âme, M. Nyan Mandang, un homme fier, droit, Yabassien Nunkam, qui venait souvent me voir au bureau et me disait je ne fais pas la politique, mais la politique me fait. Je lui disais, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Niat? Il disait, mais mon salaire que Aïdjo m'a laissé, on lui a coupé ça par 4. Et dès qu'on l'a mis à la retraite, un an et demi après, même pas 2 ans, il a rendu l'âme. Parce que c'était vraiment pénible. C'était vraiment, la vie était vraiment pénible. Donc, ça veut dire que nous devons pointer du doigt. Il y a lieu dans notre pays. C'est les facteurs externes qui affectent les résultats des enfants. C'est le premier facteur. La rémunération des enseignants, la démotivation. Les enseignants sont plus motivés.